Merci d'être avec nous sur RFI, les 20h en temps universel. C'est l'heure de votre journal en français facile. Priscille Laffitte. Et avec moi pour présenter ce journal, Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Priscille, bonsoir tout le monde. Dans l'actualité de ce mardi 1er décembre, les États-Unis renforcent leur dispositif militaire en Syrie. Démocrates et républicains se sont mis d'accord pour envoyer des militaires sur le terrain et ainsi aider l'armée irakienne et les combattants kurdes. La COP21, la conférence sur le climat, s'épanche aujourd'hui sur les pays africains. Une douzaine de chefs d'État du continent ont pris la parole lors d'un mini-sommet. Dans ce journal, nous nous intéresserons au crash d'un Airbus Air Asia il y a 1 an. Les enquêteurs ont terminé leur enquête. Et nous terminerons par le chiffre du chômage en Europe qui est en légère baisse. Le journal en français facile. Les États-Unis renforcent leur présence militaire en Syrie. Une nouvelle unité des forces spéciales américaines va être envoyée en Irak pour lutter contre le groupe État islamique. C'est le secrétaire à la Défense, Ashton Carter, qui l'a annoncé devant la Chambre des représentants à Washington. Les représentants américains réclament une intensification de l'action militaire, une action militaire plus importante depuis les attentats de Paris. Les détails à Washington, Anne-Marie Capomaccio. Il y a une rare unanimité entre démocrates et républicains. Les élus des deux partis estiment que les attentats de Paris apportent la preuve que la lutte contre les terroristes de l'État islamique n'est pas assez efficace. Ils demandent donc une montée en puissance. Une 50aine de membres des forces spéciales américaines sont déjà sur le terrain en Syrie. Le secrétaire à la Défense annonce que les États-Unis sont prêts à renforcer ces unités afin, je cite Ashton Carter, de mener des raids, capturer des terroristes ou libérer des otages. Dans le même esprit, des renforts américains sont sur le point d'être déployés en Irak également. Une unité spéciale, selon le terme d'Ashton Carter, qui aura pour mission d'aider l'armée irakienne et les combattants kurdes. Leur rôle, le chef du Pentagone le répète, est de bâtir la stratégie des forces locales et de les conseiller. Ainsi que certains élus le font remarquer, le leitmotiv de la Maison-Blanche, il n'y aura pas de troupes combattantes sur le terrain. Ce leitmotiv est chaque jour un peu plus démenti par les faits. Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI. La Turquie a été visée par un attentat. Une bombe artisanale a explosé près d'une station de métro à Istanbul. La bombe a explosé à l'heure de pointe du soir, quand beaucoup de Stambouliotes, les habitants d'Istanbul, circulent dans la ville, sortent de leur travail ou vont faire des courses. 5 personnes ont été blessées. Après les grandes déclarations d'intention hier pour l'ouverture de la COP21, place aux négociations et aux discussions plus précises. Un mini-sommet devait affronter ce mardi les solutions africaines aux défis climatiques. Le président français François Hollande y était, ainsi qu'une douzaine de chefs d'État africains, des chefs d'État qui sont inquiets pour l'avenir de leur pays. Anissa El-Jabri. Le continent s'était divisé à Copenhague lors de la précédente grande conférence sur le climat, c'était il y a 6 ans. Cette fois-ci, l'Afrique présente un front uni. Besoin d'électrification, désertification, les préoccupations sont semblables. Le président du Mali, Ibeka, se souvient. J'ai été responsable d'ONG. Un petit coucou m'amenait dans le nord du Mali 2 fois par mois, qui me donnait l'occasion sublime de survoler le fleuve Niger. J'ai vu, de mes yeux vu, ce fleuve au long des mois se perdre dans les dunes de sable. Le monde a une dette écologique envers l'Afrique, a répondu François Hollande, et cette dette, il faudra la régler. François Hollande, qui se veut aussi pour ce sommet, porte-voix des pays vulnérables et donc de l'Afrique. L'occasion aussi de projeter la France dans un nouveau rôle sur le continent. La France n'est pas simplement le soutien aux forces africaines qui doivent assurer la sécurité. La France veut être, avec le continent africain, pleinement engagé, parce que nous pensons que le continent a des capacités considérables de développement. Dans l'immédiat, François Hollande a notamment promis 2 milliards d'euros pour les énergies renouvelables en Afrique. 700 millions de personnes sur le continent sont privées d'électricité. Anissa El-Jabri, Le Bourget, RFI. Anissa El-Jabri parlait de la promesse de François Hollande de débloquer 2 milliards d'euros d'ici 2020. La France veut montrer l'exemple, a déclaré François Hollande. Mais l'Union africaine
africaine réclame davantage. Elle chiffre à 100 milliards de dollars par an les besoins financiers pour préserver l'environnement. Chaque jour, RFI suit dans le détail les négociations de la COP21. Vous pouvez aussi retrouver sur notre site internet un web documentaire COP21, le climat et moi, qui analyse comment les habitants des 5 continents vont devoir s'acclimater d'ici 2050 et comment ils peuvent diminuer la pollution. Un web documentaire à voir sur notre site rfi.fr. Le Burkina Faso s'est endormi tard hier soir avec l'annonce des résultats vers minuit. Roch Marc Christian Kaboré a donc remporté l'élection présidentielle dès le premier tour, élu avec plus de 53% des voix devant Zéphirin Diabré qui a très tôt reconnu sa défaite. Le futur nouveau président Kaboré doit encore attendre le résultat des législatives pour savoir avec quel parlement il pourra gouverner. Les résultats devraient sortir mercredi dans la journée selon la commission électorale. Vous vous souvenez peut-être du crash de l'Airbus A320 d'Air Asia il y a un an entre l'Indonésie et Singapour. 162 personnes avaient perdu la vie. C'était le 28 décembre 2014. Les enquêteurs ont terminé leur enquête sur ce crash et ils révèlent qu'une pièce défectueuse qui ne fonctionne pas bien est à l'origine de l'incident. Ils pensent aussi que les pilotes n'ont pas eu les bonnes réactions, les bons réflexes à ce moment-là. Précision, Juliette Gerbrandt. C'est un défaut dans la soudure du système de commande du gouvernail de l'avion qui a provoqué l'accident. Repéré par les contrôles électroniques, ce défaut a déclenché une série d'alarmes dans la cabine de pilotage. Au 4e signal d'alarme, les pilotes ont décidé de relancer le système de commande, mais la manœuvre a débranché le pilotage automatique. Les pilotes ont ensuite perdu le contrôle de l'appareil. Selon l'analyse des enregistreurs de vol, ce dernier a ensuite effectué une ascension anormale, extrêmement brutale, avant de s'abîmer en mer. Mais le rapport d'enquête révèle que ce problème matériel n'était pas nouveau. En 2014, pas moins de 23 incidents avaient été relevés sur le système de gouvernail de l'Airbus A320. L'hypothèse de problème météo avancée dans un premier temps pour expliquer le crash a donc finalement été écartée par les enquêteurs qui soulignent une insuffisance de l'entretien de l'appareil. La carlingue de l'avion avait été retrouvée plusieurs jours après le crash au fond de la mer de Java, près de Bornéo. Seuls 106 corps sur 162 ont pu être récupérés. Air Asia va désormais devoir expliquer aux familles des victimes pourquoi l'avion a pu continuer à voler alors que le problème était connu et qu'il n'avait pas été résolu. Juliette Gerbrandt. Nous vous parlons souvent du chômage en France qui ne cesse d'augmenter. Il est aujourd'hui à près de 10,8% de la population active. C'est la population en âge de travailler. Les chiffres européens sont similaires, proches de ceux de la France, mais ils sont en recul, en baisse. Le chômage ne concerne plus que 10,7% de la population active européenne. C'est le chiffre le plus faible depuis 2012, Myriam Berber. 17 240 000 personnes au chômage dans la zone euro. C'est 13 000 de moins qu'il y a un mois. Une baisse qui prouve que le début de la reprise commence à avoir des effets sur l'emploi. Il faut dire que depuis l'automne, la production manufacturière s'est améliorée dans l'Union monétaire avec des nouvelles commandes qui ont atteint leur plus haut niveau depuis 1 an et demi. La situation s'améliore, mais pas pour tout le monde. Le chômage touche particulièrement les pays du sud de l'Europe. L'Espagne et la Grèce enregistrent respectivement un taux de 24,5% et 21,5%. Autre fait marquant, dans ces deux pays, près de la moitié des jeunes en âge de travailler n'ont pas d'emploi. Pas de mieux non plus en France. Après un net repli en septembre, le chômage est reparti à la hausse. Il s'élève à près de 11% de la population active. Comme attendu, les pays d'Europe du Nord tirent leur épingle du jeu. L'Allemagne enregistre son taux le plus bas depuis la réunification du pays en 1990, soit 4,5%. Myriam Berber sur RFI dans votre journal en français facile. Un roman a été choisi par 2000 élèves en classe de lycée pour le prix du Goncourt des lycéens. Il s'agit du dernier livre écrit par Delphine de Vigan d'après une histoire vraie. C'est un livre sur le quotidien d'une vie consacrée à l'écriture, sur les rapports entre fiction et réalité. D'après une histoire vraie avait déjà remporté un autre prix littéraire, le prix Renaudot, et
et c'est déjà un grand succès de librairie. Il est bientôt 20h10 en temps universel. C'est la fin de votre journal en français facile. Un journal que vous pouvez retrouver sur notre site internet rfi.fr pour avoir la version écrite. Merci à Jean-Philippe Thury pour la réalisation. Merci à Sylvie Buruet. Dans un instant, Alain Pilot, la bande passante.